Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous reprenons le fil du cours sur l'art en revenant sur la conception que Descartes se fait de la représentation et l'impact que va avoir cette conception sur la manière dont il aborde l'art et en particulier le dessin, la gravure, ce qu'il appelle les tailles douces dans le quatrième discours de la dioptrique, texte publié en 1637. Alors une petite reprise sur ce que nous avons vu la dernière fois. Descartes s'oppose dans ce texte de la dioptrique aux thèses épicuriennes, atomistes, sur la représentation. Les atomistes pensent que nous représentons le monde par un transfert de matière, euh, chaque objet émettant des atomes colorés qui vont être transmis directement via la rétine et les nerfs jusqu'à notre cerveau. Or, nous dit Descartes, euh, si c'était véritablement le cas, c'est comme si nous prenions directement dans l'œil l'objet. Et ce n'est pas comme cela que se transmettent les images du monde extérieur jusqu'à nous. C'est par la lumière, et la lumière est précisément tout l'objet de la dioptrique. Cela suppose, nous dit Descartes, que la transmission de l'image de la réalité extérieure jusqu'à nous ne soit pas une déperdition de matière des objets, mais fonctionne sur le modèle dont fonctionne le langage, et en particulier les mots. Nous voyons le monde extérieur euh, sans pouvoir être absolument certain que notre perception du monde ressemble au monde. Mais cela ne veut pas dire pour autant que cette représentation du monde, hors de toute ressemblance, soit mauvaise. Alors, je m'explique très rapidement. Il n'y a aucune raison de penser que les signaux électriques transmis par les nerfs de notre rétine jusqu'à notre cerveau portent en eux l'image du monde extérieur. Or, c'est pourtant ces signaux électriques qui ne ressemblent pas au monde extérieur qui nous permettent de reconstituer dans notre cerveau une représentation, une bonne représentation du monde extérieur. Autrement dit, Descartes va dissocier la question de la représentation de celle de la ressemblance. Une bonne représentation n'est pas forcément une représentation ressemblante du monde. Il prend pour modèle le langage, et en particulier le mot. Le mot ne ressemble pas à la chose qu'il représente, et pourtant il la représente bien. Et on pourrait même dire qu'il la représente d'autant mieux qu'il ne lui ressemble pas. Si le mot chien ressemblait à un chien, autrement dit, si tous les mots étaient l'évocation d'un son par le biais d'une onomatopée, notre langage serait d'une extrême pauvreté. Or, nous dit Descartes, le mot représente l'idée ou la réalité extérieure sans lui ressembler, et c'est précisément cet écart entre la représentation et la ressemblance qui permet la bonne représentation. Descartes va même plus loin, et c'est ça qui nous intéresse le plus, en disant que dans le dessin, pour représenter la profondeur, il faut représenter ce qui est réellement un carré comme un losange. Effet de perspective oblige. Et par ailleurs, dans les tailles douces, c'est-à-dire dans les gravures, on voit très bien comment on peut représenter un volume ou même des textures différentes avec de simples hachures.
le monde n'est pas fait de hachures, le monde extérieur, la réalité extérieure n'est pas faite de hachures, mais cette réalité extérieure peut être signifiée et représentée par des hachures. Euh, Prenons un autre exemple, peut-être beaucoup plus parlant pour nous. Comment représente-t-on la vitesse dans la bande dessinée? En particulier, on peut songer à la bande dessinée belge ou franco-belge, la tradition de la ligne claire. Comment représente-t-on la vitesse d'une voiture, par exemple? Eh bien, dans Hergé, dans les Tintins, vous avez les petits tourbillons qui accompagnent le mouvement des roues. Vous avez les traits qui seront placés derrière la voiture pour représenter la vitesse. Évidemment que cela ne correspond à rien dans le monde extérieur des choses concrètes. Quand Usain Bolt court, nous ne voyons pas des petits tourbillons derrière ses pieds, ni des traits derrière son corps. Cependant, lorsque nous devons dessiner le mouvement, hein, entreprise paradoxale s'il en est, euh, nous avons des moyens, des signes en fait, qui permettent de représenter la vitesse. Représenter la vitesse sans ressembler évidemment à la vitesse, chose de toutes les manières impossible dans le dessin. Alors, je voudrais maintenant aborder la question du commentaire que Maurice Merleau-Ponty va faire de ce texte dans L'œil et l'esprit en 1965, et plus particulièrement dans le chapitre 3 de L'œil et l'esprit. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un commentaire de texte, et ce texte étant le quatrième discours de la dioptrique de Descartes. Je le lis, je pense le lire d'ailleurs dans son intégralité, et le commenter au fur et à mesure. Descartes n'a pas beaucoup parlé de la peinture, et l'on pourrait trouver abusif de faire état de ce qu'il dit en 2 pages. Pardon, excusez-moi, je vais reprendre. Descartes n'a pas beaucoup parlé de la peinture, et l'on pourrait trouver abusif de faire état de ce qu'il dit en 2 pages, des tailles douces. Pourtant, s'il n'en parle qu'en passant, cela même est significatif. La peinture n'est pas pour lui une opération centrale qui contribue à définir notre accès à l'être. C'est un mode ou une variante de la pensée canoniquement définie par la possession intellectuelle et l'évidence. Dans le peu qu'il en dit, c'est cette option qui s'exprime, et une étude plus attentive de la peinture dessinerait une autre philosophie. Il est significatif aussi qu'ayant à parler des tableaux, ils prennent pour typique, pour exemple typique, le dessin. Nous verrons que la peinture entière est présente dans chacun de ces moyens d'expression. Il y a un dessin, une ligne, qui renferme toutes ces hardiesses. Mais ce qui plaît à Descartes dans les tailles douces, c'est qu'elles gardent la forme des objets, ou du moins nous en offrent des signes suffisants. Elle donne une présentation de l'objet par son dehors ou son enveloppe. S'il avait examiné cette autre et plus profonde ouverture aux choses que nous donnent les qualités secondes, notamment la couleur, comme il n'y a de rapport, règle ou projectif entre elles et les propriétés vraies des choses, comme pour autant leur message est compris de nous, et comme pourtant leur message est compris de nous, il se serait trouvé devant le problème d'une universalité et d'une ouverture aux choses sans concept, obligé de chercher comment le murmure indécis des couleurs peut nous représenter des choses, des forêts, des tempêtes, enfin le monde, et peut-être d'intégrer la perspective comme cas particulier à un pouvoir ontologique plus ample. Mais il va de soi pour lui que la couleur est ornement, coloriage, que toute la puissance de la peinture repose sur celle du dessin, et celle du dessin sur le rapport réglé qui existe entre lui et l'espace en soi, tel que l'enseigne la projection perspective. C'est pour Descartes une évidence qu'on ne peut peindre que des choses existantes, que leur existence est d'être étendue, et que le dessin rend possible la peinture en rendant possible la représentation de l'étendue. La peinture n'est alors qu'un artifice qui présente à nos yeux une projection semblable à celle que les choses y inscriraient,
et y inscrivent dans la perception commune, nous fait voir en l'absence de l'objet vrai comme on voit l'objet vrai dans la vie, et notamment nous fait voir de l'espace là où il n'y en a pas. Le tableau est une chose plate qui nous donne artificieusement ce que nous serions, pardon, ce que nous verrions en présence des choses diversement relevées, parce qu'il nous donne selon la hauteur et la largeur des signes diacritiques suffisants de la dimension qui lui manque. La profondeur est une troisième dimension, dérivée des deux autres. Arrêtons-nous sur elle, car elle en vaut la peine. Elle a d'abord quelque chose de paradoxal. Je vois des objets qui se cachent l'un l'autre, et donc que je ne vois pas, puisqu'ils sont l'un derrière l'autre. Ce mystère est un faux mystère. Je ne la vois pas vraiment, cette profondeur. Ou si je la vois, c'est une autre largeur. Sur la ligne qui joint mes yeux à l'horizon, le premier plan cache à jamais les autres, et si latéralement je crois voir les objets échelonnés, c'est qu'ils ne se masquent pas tout à fait. Je les vois donc l'un hors de l'autre, selon une largeur autrement comptée. On est toujours en deçà de la profondeur ou au-delà. Jamais les choses ne sont l'une derrière l'autre. Je sais qu'en ce même moment, un autre homme autrement placé, encore mieux, Dieu qui est partout, pourrait pénétrer leur cachette et les verrait déployés. Ce que j'appelle profondeur n'est rien, ou c'est ma participation à un être sans restriction, et d'abord à l'être de l'espace par-delà tout point de vue. Les choses empiètent les unes sur les autres parce qu'elles sont l'une hors de l'autre. La preuve est que je puis voir de la profondeur en regardant un tableau qui, tout le monde l'accordera, n'en a pas, et qui organise pour moi l'illusion d'une illusion. Cet être à deux dimensions, qui m'en fait voir une autre, c'est un être troué, comme disaient les hommes de la Renaissance, une fenêtre. Descartes avait aussi raison de s'inspirer des techniques perspectives de la Renaissance. Elles ont encouragé la peinture à produire librement des expériences de profondeur et en général des présentations de l'être. Mais elles n'étaient fausses que si elles prétendaient clore la recherche et l'histoire de la peinture, fonder une peinture exacte et infaillible. Panofsky l'a montré à propos des hommes de la Renaissance. Cet enthousiasme n'était pas sans mauvaise foi. Les théoriciens tentaient d'oublier le champ visuel sphérique des anciens, leur perspective angulaire, qui lie la grandeur apparente non à la distance, mais à l'angle sous lequel nous voyons l'objet, ce qu'ils appelaient dédaigneusement la perspectiva naturalis ou communis, au profit d'une perspectiva artificialis, capable en principe de fonder une construction exacte, et ils allaient, pour accréditer ce mythe, jusqu'à expurger Euclide, omettant de leur traduction le théorème 8 qui les gênait. Les peintres, eux, savaient d'expérience qu'aucune des techniques de la perspective n'est une solution exacte, qu'il n'y a pas de projection du monde existant qui le respecte à tous égards, et mérite de devenir la loi fondamentale de la peinture, et que la perspective linéaire est si peu un point d'arrivée qu'elle ouvre au contraire à la peinture plusieurs chemins. Ainsi la projection plane n'excite pas toujours notre pensée à retrouver la forme vraie des choses, comme le croyait Descartes. Passé un certain degré de déformation, c'est au contraire à notre propre point de vue qu'elle renvoie. Quant aux choses, elles fuient dans un éloignement que nulle pensée ne franchit. Quelque chose dans l'espace échappe à nos tentatives de survol. La vérité, la vérité est que nul moyen d'expression acquis ne résout les problèmes de la peinture, ne la transforme en technique, parce que nulle forme symbolique ne fonctionne jamais comme un stimulus. Là où elle a opéré et agi, c'est conjointement avec tout le contexte de l'œuvre, et nullement par les moyens du trompe-l'œil. Le langage de la peinture n'est pas, lui, inspiré de la nature,
il est à faire et à refaire. Alors, texte extraordinairement dense sur lequel nous allons revenir point par point. Alors, Merleau-Ponty est très sensible, je pense que vous l'avez compris, à la dimension épistémologique et métaphysique du texte de Descartes sur les tailles douces. Épistémologique, ça veut dire qu'il concerne la connaissance, et métaphysique, c'est ce qui concerne, on pourrait dire, l'existence au-delà de soi, au-delà de soi-même. Que dit Merleau-Ponty? Merleau-Ponty dit que Descartes va s'intéresser d'une manière assez particulière à la peinture, c'est-à-dire qu'il va dédaigner totalement ce que Merleau-Ponty appelle le langage des couleurs pour privilégier le dessin. Et cela est significatif, d'autant plus que Descartes va parler à plusieurs reprises de tableau, sans jamais parler de la couleur. Alors, la question est de savoir pourquoi. Pourquoi Descartes ne parle-t-il jamais de la couleur? Pourquoi Descartes parle-t-il toujours du dessin? Pour une raison qui a trait à sa théorie de la connaissance et à sa métaphysique. Que nous dit Descartes? Descartes nous dit qu'il existe qu'il faut faire une distinction entre ce qu'il appelle les qualités premières et les qualités secondes. Qualité première des objets, qualité seconde des objets. Que sont les qualités premières? Les qualités premières sont celles qui existent réellement et indépendamment de nous dans les choses. Par exemple, la forme, la taille, le mouvement sont des qualités premières des choses, c'est-à-dire que ce sont des propriétés des choses qui sont indépendantes de ma perception, de la conscience que j'en ai. Il n'en va pas de même, dit Descartes, des qualités secondes, qui sont des qualités relationnelles, c'est-à-dire des qualités relatives à ma propre perception. Parmi elles, on peut trouver par exemple la chaleur ou la froideur, ou encore les couleurs. Alors, pour bien comprendre la distinction entre qualité première et qualité seconde, on va prendre l'exemple de la température et de la chaleur. La température se mesure de manière parfaitement objective, c'est-à-dire qu'elle c'est une propriété qui peut être mesurée de manière intersubjective par n'importe quelle conscience. On peut se mettre d'accord par convention pour déterminer la température d'une pièce. Okay. La température est indépendamment de la manière dont elle m'affecte. Mais, il n'en va pas de même de la chaleur ou de la froideur, de la froidure, comme on pourrait dire dans un français un peu vieilli. Il peut faire 25 degrés dans une pièce et je peux avoir froid. Par exemple, si ma température corporelle est supérieure à la normale. Je peux avoir froid à partir du moment où j'ai de la fièvre, je vais me mettre à grelotter, y compris s'il fait chaud dans la pièce. Au contraire, je peux avoir chaud dans une situation où la température de mon corps est inférieure à la moyenne, à la normale, et que la pièce est chauffée. Okay. Autrement dit, les qualités secondes sont des propriétés qui lient
la réalité extérieure a ma propre subjectivité. Les qualités premières sont des propriétés qui sont réellement inscrites dans les choses. Qu'en est-il de la couleur? Les couleurs, c'est tout l'objet des recherches entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, entre Descartes et Newton, en gros. Les couleurs ne sont pas des qualités premières des choses. Les couleurs ne sont pas réellement inscrites dans les choses. Mon polo n'est pas réellement beige. Les couleurs sont des qualités secondes, c'est-à-dire que ce sont des qualités qui relient la structure, la structure de l'objet, en l'occurrence de mon polo, à votre rétine par l'intermédiaire de la lumière. Autrement dit, les couleurs ne sont pas réellement dans les choses. Les couleurs sont la manière dont nous appréhendons, nous, le monde extérieur. Elles n'existent pas réellement. Autrement dit, pour reprendre les termes du problème épicurien, si mon polo est beige, ce n'est pas qu'il est composé d'atomes beige. C'est un peu plus compliqué que cela. Je vais voir le monde d'une certaine manière, hein. Je vais exprimer le monde d'une certaine manière dans la peinture, mais ce langage des couleurs n'est pas réellement inscrit dans la structure même des choses. Dit encore autrement, euh, le problème que Descartes va avoir avec la peinture comme art des couleurs, c'est qu'il ne donne pas un accès certain au monde extérieur, alors que le dessin, qui va euh, délimiter les contours d'une forme, hein, la forme des forêts, des tempêtes, etc., etc. Le dessin, lui, relève de la, en tout cas, nous permet d'accéder à un monde fait de qualité première, un monde géométrisable, un monde dans lequel je peux avoir une prise euh, objective par la géométrisation du dessin. C'est pourquoi Descartes va finalement mettre de côté la question de la couleur et en particulier la question de la représentation de la profondeur par la couleur au profit des règles géométriques de la perspective. Or, nous dit Merleau-Ponty, hein, et c'est un thème qui va être récurrent dans tout le texte, le dessin est une manière, parmi tant d'autres, de représenter la profondeur du monde, de représenter la perspective, mais c'est loin d'être la seule. On peut très bien envisager de représenter la couleur, pardon, par la couleur, la profondeur du monde. La troisième dimension dans un tableau. Okay. Alors, ce qui va donc intéresser Descartes, c'est que par l'intermédiaire du dessin, en tout cas c'est la grande ambition de certains peintres et de certains auteurs, je reviendrai d'ailleurs sur le principal d'entre eux, on peut mathématiser et géométriser notre représentation du monde dans le dessin. Et donc, on peut soumettre le dessin à des règles et des lois qui auraient une portée universelle. Or, c'est ce que va contester Merleau-Ponty en disant qu'il y a non seulement d'autres manières de représenter la profondeur, mais qu'il n'est même pas certain qu'il y ait une bonne perspective, une bonne manière de représenter la profondeur dans un tableau, parce que hein, on peut très bien représenter la profondeur selon
différents points de vue. Autrement dit, il n'y a pas de... c'est le problème de la ligne de fuite. Euh, quand on perçoit le monde extérieur de notre point de vue naturel, il n'y a pas en tout cas, on ne peut pas déterminer une ligne de fuite qui soit parfaitement juste. Je reviendrai là-dessus. Alors, Merleau-Ponty remarque que euh, l'illusion de la profondeur dans un tableau est représentée par une surface plane. Alors c'est très important, sur une surface plane. C'est très important parce que ça va nous permettre de revenir sur ce que Descartes dit à propos de l'expression et de la ressemblance, de la représentation et de la ressemblance. Aucun tableau ne ressemble à ce qu'il représente, précisément parce qu'il va représenter une profondeur qui n'existe pas dans la toile. Aucun tableau ne creuse, si vous voulez, le monde qu'il dépeint. Euh, la toile n'est pas un décor de théâtre où il y aurait différents plans qui seraient véritablement les uns derrière les autres. La toile représente la profondeur par ce qu'il appelle un signe diacritique, c'est-à-dire une espèce de diagonale hein, représentant une ligne de fuite que l'œil va interpréter comme étant le signe d'une profondeur. Cela prouve encore une fois que pour bien représenter la profondeur dans un tableau, il ne faut pas produire la ressemblance d'une profondeur, mais en donner le signe par la technique de la ligne de fuite. Autrement dit, ce que nous dit Merleau-Ponty, c'est que nous ne voyons jamais la profondeur. Alors, si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur la, la forme a priori de la sensibilité qu'est l'espace chez Kant, c'est le cours de HLP que j'ai posté ce mercredi, vous allez bien comprendre ce que veut dire Merleau-Ponty. Je ne vois jamais la profondeur. Je vois des choses dans la profondeur. Je ne vois jamais une troisième dimension. Je vois les choses dans une troisième dimension. Autrement dit, ma manière d'être dans le monde, d'être au monde, comme dirait Heidegger, c'est l'espace, c'est la spatialisation. Je vois les choses les unes derrière les autres. Mais, dit Merleau-Ponty, les choses ne sont jamais l'une derrière l'autre. Elles ne le sont que de mon point de vue, que relativement à moi. Autrement dit, la profondeur, la perspective, c'est ma manière de percevoir le monde, d'exprimer mon rapport au monde et donc ma finitude. Je vois les choses les unes derrière les autres alors qu'elles ne sont pas les unes derrière les autres. Et en plus, nous dit Merleau-Ponty, je ne les vois pas les unes derrière les autres parce que si les choses étaient réellement les unes derrière les autres, je ne pourrais pas les voir. Je vois les choses les unes hors des autres, les unes extérieures à l'autre.
Autrement dit, autrement dit, la peinture reproduit par le moyen d'une illusion notre rapport au monde, il refait notre rapport au monde en produisant par l'art de l'illusion qui est celui du point de fuite, notre perception naturelle du monde. À savoir que nous n'allons pas voir les choses les unes derrière les autres, mais les choses les unes hors des autres, et pourtant notre œil va interpréter cela comme une profondeur. Ok. Alors, pour bien le comprendre, euh, il faudrait euh, voir un des tableaux. Alors, je vais me le mettre sous les yeux euh, et vous allez pouvoir le trouver très facilement sur Google Images. Euh, alors, c'est allez voir ce tableau d'un peintre italien euh, bon, qui est probablement Melozzo de Forli, M-E-L-O 2-Z-O D-E plus loin D-E plus loin Forli F-O-R-L-I, intitulé la cité idéale et qui a été faite dans les c'est une tempéra qui a été faite dans les années 1480. Bon, c'est un, c'est peut-être l'exemple euh, le plus spectaculaire des lois de la perspective et du point de fuite, tel que l'expose un auteur italien de la Renaissance qui s'appelle Alberti et qui va écrire de la peinture. Euh, Vous pouvez aller voir ce qu'il en est des pictura ou de la peinture, un traité de peinture écrit en 1435 et qui est euh, le premier traité humaniste consacré à la peinture et qui va développer de manière systématique les principes de la perspective linéaire. C'est cet ouvrage qui va donner lieu à toutes les réflexions sur le point de fuite, sur la manière dont un spectateur aussi doit regarder euh, une peinture, un tableau. Bon. Que constatons-nous? On constate que l'effet de profondeur est donné par deux éléments, par deux structures plutôt. Premièrement, par, la, par les lignes qui convergent toutes vers un point de fuite. Donc c'est très accentué dans les balcons des façades. C'est très accentué par les formes, probablement des carreaux marbrés sur le sol. Okay. Donc effectivement, l'œil du spectateur converge vers l'église, et en particulier vers la porte entrebâillée de l'église au cœur, ou du baptistère probablement, au cœur du tableau. Bon. Et il y a aussi, hein, parallèlement à cela, la taille des bâtiments qui va énormément jouer pour donner cette impression de profondeur. Or, euh, pour, euh, pour un œil averti de ce genre de procédé, euh, on peut constater tout de même que cette technique du point de fuite va exagérer l'impression de profondeur.
on a l'impression qu'il y a une immense distance entre les deux puits que vous voyez au premier plan, ou les deux puits ou les deux fontaines, on ne sait pas trop, que vous voyez au premier plan du tableau, et, et l'église, et la porte de l'église. On aurait, on pourrait penser, si vous voulez, que les personnages s'enfonceraient extraordinairement rapidement dans le cadre. C'est l'effet qu'on peut avoir au cinéma avec une focale qu'on appelle un grand angle, hein, qui exagère l'impression de profondeur dans un plan. Et donc, c'est ce que souligne Maurice Merleau-Ponty. Il n'y a pas de perspective, enfin, il n'y a pas de point de vue dans la peinture, il n'y a pas de règles géométriques qui permettent de représenter correctement la perspective. Chaque tableau organiser, euh, va créer ses propres règles, d'une certaine manière, de représentation de la profondeur, et il n'y en a aucune qui soit véritablement juste, qui soit véritablement conforme à un point de vue naturel sur le tableau. Alors, Merleau-Ponty évoque le fait, ça c'est très intéressant parce que ça va hanter la peinture sacrée euh, au, euh, à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Merleau-Ponty évoque le fait que du point de vue de Dieu, rien n'a de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de point de vue, justement. Dieu étant partout, Dieu étant en toute chose, Dieu étant omniprésent, donc ayant cette faculté d'ubiquité, le fait d'être partout à la fois, simultanément, Dieu ne peut pas se représenter le monde à notre manière, il ne peut pas voir le monde selon les règles de la perspective. Dieu verrait le monde à plat, ou alors selon toutes ces dimensions. C'est-à-dire que si Dieu me regardait, il me verrait à la fois du dessus et du dessous, de face et de dos, et des deux profils. Le, L'idée de point de vue est profondément liée à la conscience de ma propre finitude. On avait évoqué cette question-là dans le cadre du cours sur la morale. On s'était demandé s'il était possible de parvenir à un point de vue impartial. Et on avait fait ça avec un texte d'Adam Smith. Euh, c'est le fameux texte sur le spectateur impartial. Et j'avais remarqué que l'idée d'un point de vue impartial était un oxymore, que c'était une contradiction dans les termes. Tout point de vue est situé, tout point de vue est point de vue de quelque part. Autrement dit, parler d'un point de vue omniscient ou parler d'un point de vue divin, c'est parler pour ne rien dire parce que Dieu se passe du point de vue. Et on a le plus grand mal à se représenter la manière dont Dieu se représenterait le monde. Dieu ne se représenterait pas le monde. Il serait le monde. Il serait le monde en même temps qu'il le verrait. Alors ça va donner des tentatives picturales particulièrement intéressantes à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, précisément parce que les peintres vont vouloir tenter de se représenter la manière dont Dieu saisirait le monde. Alors, je vous recommande de regarder un tableau d'un peintre qui s'appelle Sano di Pietro.
Sano Sano, plus loin dit, plus loin Pietro, qui est une tempéra sur panneau de bois et qui s'intitule L'Assomption de la Vierge. Donc c'est le moment dans les évangiles où la mère de Jésus monte au ciel. Alors c'est un tableau qui est très intéressant parce qu'il est clairement scindé en deux, et on pourrait dire que c'est un tableau qui va servir de charnière entre l'esprit du Moyen Âge et l'esprit de la Renaissance. Vous avez en bas un prêtre qui est devant ce qui ressemble à un autel, donc une table sur laquelle les prêtres célèbrent la messe. Vous avez un prêtre qui est dans un monde où les lois de la perspective sont respectées. Vous avez clairement, si vous regardez la forme de l'autel, vous avez clairement un point de fuite. Et puis vous avez le monde d'en haut, le monde du ciel, le monde où la Vierge monte au ciel et est portée par des anges. Et là, très clairement, au niveau de la perspective, il y a quelque chose qui ne colle absolument pas, c'est-à-dire que vous allez avoir des anges qui font tous la même taille alors qu'ils sont les uns derrière les autres. Ok. Donc ça va pas. Certains d'entre eux devraient être plus petits que d'autres. Or, on a des anges qui sont les uns derrière les autres, mais qui ont tous la même taille, ce qui produit cette impression étrange, en fait, qu'ils sont plats, hein, plats comme des cartes à jouer. Et la Vierge, évidemment, est beaucoup plus grande que tous les anges, que tous les séraphins musiciens qui l'accompagnent jusqu'au ciel. Et donc là, on se dit, il n'y a plus du tout de... La taille, si vous voulez, n'est pas l'indication d'une profondeur ou d'une distance, mais plutôt de l'importance relative des personnages les uns par rapport aux autres. Et on est dans une configuration de l'espace qui n'a strictement rien à voir avec les règles de la perspective, mais dont on pourrait dire que les notions de taille ont à voir avec l'importance ontologique, l'importance en dignité des différents personnages les uns par rapport aux autres. On a donc euh, cette étrange impression que le monde du ciel est totalement plat, alors que le monde terrestre est soumis à la profondeur, au point de vue humain, euh, aux règles de la perspective. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que seul un point de vue fini, humain, enraciné sur cette terre, peut voir le monde dans sa dimension de profondeur, mais dans le domaine céleste, hein, aux cieux, les êtres divins ne sauraient se représenter le monde sous forme perspectiviste, de manière à soumettre le point de vue à un point de fuite. Alors, ça c'est particulièrement intéressant parce que cela veut dire que on n'est pas dans le même monde, hein. On se situe dans le bas du tableau ou dans le haut du tableau, on va changer la manière dont on se représente l'espace, précisément parce que en bas du tableau on est sur Terre et en haut du tableau on est dans les cieux. C'est d'autant plus intéressant de le savoir que au Moyen Âge, quand on représentait euh, des, euh, euh, des réalités sinon divines, du moins saintes, on peignait aussi l'envers du tableau. Donc vous aviez une face, si vous voulez, du tableau, on voit, je ne sais pas moi, euh, le paradis avec des anges, la Vierge Marie, etc., etc. Et les peintres vont prendre soin de représenter donc ces réalités célestes et saintes de face, mais aussi de peindre l'envers du tableau
et de peindre du coup le dos de la Vierge Marie, le dos des anges, hein, avec leurs ailes, etc., etc. Pourquoi? Pour honorer Dieu, pour honorer cette espèce de point de vue qui n'est pas un point de vue et qui serait capable de voir à chaque fois systématiquement toutes les dimensions d'un objet, alors que nous ne pouvons voir un objet que selon notre point de vue, selon notre finitude. Ok. Donc, on voit bien effectivement ce que veut dire Merleau-Ponty lorsqu'il dit que la règle du point de fuite n'est absolument pas le dernier mot de la peinture lorsqu'il s'agit de représenter la profondeur. Euh, prenons, prenons différents tableaux euh, de, euh, de, la, de la Renaissance, hein. Alors, ils ne sont pas tous contemporains, mais voilà, il faut, je pense, dans le cadre de la préparation au baccalauréat, que vous ayez des exemples de tableaux, que vous soyez en mesure de bien analyser, et qu'ils soient vraiment vos exemples à vous, à une double condition, que ce ne soit pas la Joconde et que ce ne soit pas Guernica, hein. Parce que quand on va lire votre copie, et si votre copie porte sur l'art, je peux vous garantir que les correcteurs en auront très rapidement plein le dos de voir que les deux seuls tableaux en, en, en l'espace de 15 ans de scolarité publique, les deux seuls tableaux que vous ayez en tête, ce soit euh, la Joconde et Guernica. Vraiment, les correcteurs, en tout cas moi le premier, en ont plus qu'assez. Donc faites-vous une petite base de données de tableaux qui ne soient pas cela. Vous avez toute l'histoire de l'art occidental, oriental, les arts premiers face à vous et à portée de clic grâce à Google Images. Les deux seuls interdits, c'est la Joconde et Guernica. Sauf si vous avez quelque chose de particulièrement malin à dire sur la Joconde et Guernica. Mais c'est exactement ce que dirait Walter Benjamin. Ce sont des œuvres qui ont été tellement reproduites qu'elles ont perdu absolument toute originalité et toute saveur. Alors, on va prendre, pour illustrer le propos de Merleau-Ponty, on va prendre une autre toile de Léonard de Vinci, que je trouve autrement plus intéressante que la Joconde, à savoir le Saint Jean-Baptiste qu'on trouve au Louvre de Léonard. Saint Jean-Baptiste, c'est une toile, pardon, excusez-moi, c'est sur bois. Donc c'est une huile sur bois que Léonard de Vinci a peinte entre 1513 et 1516. Donc c'est le Saint Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, c'est le frère de la sœur de Jésus. Et c'est celui qui va annoncer, hein, puisqu'il naît avant Jésus, qui va annoncer la venue du Sauveur avec un grand S. On s'en fout, hein, c'est simplement un élément de contexte pour que vous compreniez cela. Comment Léonard de Vinci va-t-il représenter la profondeur dans ce tableau? Alors, euh, si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez le voir, Léonard de Vinci va représenter la profondeur du monde par un subtil jeu de lumière où ce qui est le plus proche de nous va être représenté en pleine lumière et ce qui est le plus éloigné de nous va s'estomper vers le noir, hein, vers le noir qui constitue le fond du tableau. C'est comme si Jean-Baptiste surgissait, surgissait de la toile et de l'obscurité de la toile. Autrement dit, c'est par le jeu des couleurs, et simplement des couleurs, que les formes du corps
de Jean-Baptiste, hein, dont vous remarquerez qu'il a le même sourire un petit peu malaisant que la Joconde. Et d'ailleurs, on peut penser que euh, Léonard de Vinci s'est servi du même modèle pour peindre la Joconde et pour peindre Jean-Baptiste, mais enfin passons. Euh, Jean-Baptiste surgit de l'obscurité par un pur jeu de couleurs, de dégradés de couleurs qui donnent le volume, les valeurs de volume du corps euh, du sein. Alors, vous remarquerez un point central dans ce tableau par rapport au tableau de Melozzo de Forlì. Il n'y a aucune ligne géométrique. Et même hein, si vous regardez une version de ce tableau en haute définition et que vous zoomez sur le contour, par exemple, du poignet ou du dos, hein, des épaules de Jean-Baptiste, vous remarquerez qu'il n'y a pas de trait, qu'il n'y a pas de dessin, que le, le- les contours du corps s'estompent dans l'obscurité par une technique que Léonard de Vinci va baptiser le sfumato, S-F-U-M-A-T-O, c'est-à-dire l'effet de fumée qu'il peut y avoir dans le contour des corps. Euh, Léonard de Vinci va remarquer qu'effectivement, la plupart du temps, nous voyons des choses, mais ces choses ne sont pas, comme dans le dessin, ne sont pas en- entourées d'un contour linéaire. Vous voyez n'importe quel objet, il n'y a pas de ligne qui définissent le contour de l'objet. Il n'y a que de la couleur, au fond. Euh, Quand je vois un objet rouge sur fond blanc, il n'y a pas un trait noir autour de l'objet rouge qui délimite cet objet par rapport au fond blanc. Alors, je peux me le représenter comme cela par la peinture, je peux me représenter les contours par des lignes, mais le plus souvent dans la peinture, et grâce en fait à la peinture entre autres de Léonard, je vais me représenter le contour simplement par un jeu de couleurs, et parfois ce jeu de couleurs il va y avoir un effet d'estompe pardon, par rapport au fond. Et c'est ce que fait Léonard de Vinci. Prenons un autre tableau encore, mais euh, véritablement, ce que je voudrais que vous montriez dans vos analyses d'exemple, si jamais vous avez une copie sur l'art, c'est qu'il y a mille et une manières de représenter la perspective. Prenons un tableau que j'aime beaucoup personnellement, qui est celui de Bruegel l'Ancien, B-R-U-E-G-H-E-L l'Ancien, Peter Bruegel l'Ancien, tableau qui est conservé à Vienne, qui est Les chasseurs dans la neige, un tableau postérieur à celui de Léonard, 1565, tableau qui représente une scène de chasse, des chasseurs qui sont sur une colline à gauche, et ils arrivent dans une vallée où on voit des silhouettes s'affairant dans des champs, au loin une montagne, et vous allez avoir des arbres aussi dans la perspective du tableau pour signaler un point de fuite. Alors moi, ce qui me fascine dans ce tableau, hein, Les chasseurs dans la neige de Bruegel l'Ancien, c'est que Bruegel va représenter la profondeur de trois manières différentes. Et c'est ce qui va donner cet incroyable dynamisme euh, de, euh, de cette peinture. Premièrement, vous avez la zone où il y a les chasseurs et la meute de chiens.
et cela va vous faire exactement, à mon avis, la même impression qu'à moi. Ces chasseurs et ces chiens sont représentés comme étant à l'arrêt, comme s'ils avaient du mal à s'arracher à la neige, comme s'ils peinaient à progresser dans la neige, et cette impression d'immobilité va être créée par le fait que c'est comme si ces personnages et ces chiens étaient plats, étaient superposés les uns par rapport aux autres, comme des cartes à jouer. Et les tableaux, pardon, les arbres qui vont structurer cette partie-là du tableau sont là pour justement donner cette impression de verticalité, le fait que les chasseurs sont arc-boutés vers l'avant, mais que les arbres sont dressés devant eux, ça donne cette impression qu'ils ont du mal à progresser, qu'ils font tous les efforts du monde pour aller de l'avant, mais parce que les arbres sont immobiles, parce que leurs chiens ont l'air immobiles, c'est comme s'ils avaient du mal à s'arracher dans la neige. Puis vous allez avoir cette espèce de gigantesque libération dans la vallée, où la perspective nous est donnée selon les règles du point de fuite. Et là, c'est ça qui est très beau dans le tableau, c'est que le point de fuite nous est donné par le point de vue des chasseurs sur la vallée. Le point de fuite se situe en haut à droite du tableau. Ok. Euh, Comme si, d'une certaine manière, le regard du spectateur s'attardait d'abord sur les chasseurs, puis accompagnait le regard des chasseurs vers la vallée. Ok. Donc d'un seul coup, en fait, la manière dont on va se représenter la profondeur, non plus comme quelque chose de plat, ce qui donnait cette impression d'immobilité, encore une fois, dans la première partie du tableau, euh, et bien d'un seul coup, la perspective s'ouvre sur la campagne. Ok. Mais si vous remarquez bien, il y a quelque chose d'absolument merveilleux qui se passe dans ce tableau, c'est que le point de fuite change si on regarde le reste de la vallée. Le reste de la vallée, hein, il faut le regarder, c'est comme si on devait le regarder du point de vue de l'oiseau qui vole au-dessus de la vallée. On remarque que à ce moment-là, c'est comme si le point de fuite faisait un virage. Au départ, il va vers la droite, puis il s'enfonce vers la gauche. Et à mesure que notre regard se perd vers l'horizon, les contours des objets sont de plus en plus flous, les contrastes sont de plus en plus légers, de moins en moins bons, et c'est ça qui va donner l'impression de profondeur vers le tableau, non pas une autre ligne de fuite en vérité, mais l'estompe de l'impression d'estompe dans les couleurs. Et donc, c'est comme s'il y avait trois manières de représenter la profondeur. Une manière où les personnages se superposent les uns par rapport aux autres et qui sont plats comme des cartes à jouer. Un point de fuite parfaitement classique qui se situe en haut à droite du tableau et qui correspond au point de vue des chasseurs dans la neige. Et enfin, un retournement de ce point de fuite vers la gauche qui correspondrait au point de vue de l'oiseau. Et à ce point de fuite est associée euh, la technique du sfumato chère à Léonard de Vinci, où les traits vont s'enfoncer dans une estompe qui est celle de la brume et qui est aussi celle de l'œil qui ne s'accommode pas euh, parce que tout cela est situé en arrière-plan. Bon, c'est un tableau que je trouve personnellement prodigieux parce que, comme souvent dans les grands tableaux, le peintre va réussir à guider l'œil du spectateur
et l'œil du spectateur va embrasser la totalité du tableau en suivant un ordre chronologique. Euh, la, la bande dessinée, d'ailleurs, Bruegel, on pourrait dire que c'est le père de la bande dessinée franco-belge, hein, euh, la bande dessinée va avoir cette même ambition que la case raconte une histoire et qu'on regarde en fait une image dans un certain ordre. Alors voilà, faites-vous, je vous ai fait ça pour 3 tableaux. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 5 ou 6 tableaux que vous vous approprierez véritablement. Euh, je peux vous donner des noms hein, si vous voulez. Allez voir les tableaux de Rembrandt, évidemment. Allez voir les tableaux de Vermeer. Allez voir les tableaux des grands impressionnistes hein, euh, Monet, euh, que sont les Seurat. Allez voir euh, les tableaux de Bonnard, allez voir les tableaux de Paul Cézanne, allez voir les tableaux de Sisley, allez voir les tableaux, et comme quoi il n'y a pas de, euh, de mauvais sujets dans la peinture. Tiens, je pense en particulier à Enzo, j'avais eu cette discussion à propos du match PSG Bayern de Munich, il me semble. Allez voir les tableaux de Nicolas de Staël qui s'intitule, c'est la série du Parc des Princes. Et voyez comment à chaque fois le peintre va se représenter par le langage des couleurs, la perspective, la peinture, la profondeur, euh, le mouvement, etc., etc. Donc, moralité, et pour revenir à ce que disait Merleau-Ponty, si les peintres de la Renaissance ont eu pour ambition de se représenter la, euh, la véritable perspective, euh, on peut se dire avec Merleau-Ponty que tout tableau va créer ses propres règles pour se représenter notre rapport au monde, c'est-à-dire la profondeur, c'est-à-dire la spatialité. Il n'y a aucune règle définitive euh, qui nous permettrait de nous représenter correctement le monde. Chaque tableau, chaque œuvre est une nouvelle tentative pour représenter un langage qui n'est pas institué de la nature, c'est-à-dire qui n'est pas enfin, qui n'est pas définitif. Le langage de la perspective, le langage de la peinture, le langage de la profondeur du monde est à faire et à refaire dans l'art, et chaque œuvre crée son propre monde, refait à sa manière le monde. J'en ai terminé pour aujourd'hui.